Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La Pensée et les Hommes de ce soir et je vous remercie pour votre fidélité. Si vous êtes bruxellois, si vous avez été étudiant à l'Université libre de Bruxelles, vous connaissez le Solbosch. Alors le Solbosch d'aujourd'hui n'a pas toujours été tel qu'on le voit. Et je voudrais, au cours de l'émission d'aujourd'hui, voir un peu ce qu'a été le Solbosch d'autrefois. Vous allez voir, c'est une surprise, après notre générique. Eh bien, pour nous parler du Solbosch, j'ai ce soir pour inviter le professeur Serge Jaumin. Vous enseignez l'histoire à l'Université libre de Bruxelles. Vous êtes vice-recteur de l'Université pour les relations internationales et vous avez publié avec Wanda Balcers, très récemment, dans le cadre du 175e anniversaire de l'université, un livre intitulé « Bruxelles 1910 » de l'exposition universelle à l'université, ouvrage publié aux éditions Racine. Serge Jaumin, vous m'avez appris quelque chose. J'ignorais totalement qu'il y avait eu, en 1910, une exposition universelle à Bruxelles. Je me souviens de 1958, j'étais enfant, mais je ne savais pas, en 1910, et qui plus est, sur le site même de l'université Avenue Roosevelt. Alors pourquoi ce livre? Alors vous avez entièrement raison. En effet, on a parlé beaucoup de l'Expo 58. Pour beaucoup de personnes, on se souvient de ce qu'était l'Expo 58. Et d'une certaine manière, on a un petit peu oublié, lorsqu'on a parlé de 58, du fait que c'était la dernière d'une longue série d'expositions universelles. Les premières en 35, je pense. Voilà, il y en avait eu, il y en a en fait depuis 1885, oui. La première à Anvers, et elles se sont succédées à peu près tous les 10 ans. Et il y a eu notamment cette exposition en 1910 à Bruxelles. Après, il y en aura une effectivement en 35 puis en 58. Et depuis 58, en fait, ce qu'on oublie parfois de dire, c'est que depuis 50 ans, il n'y a plus rien, alors qu'auparavant, la Belgique était très présente en termes d'organisation d'expositions. Et ce que l'on a voulu faire, en fait, c'est de profiter d'une certaine manière du 175e anniversaire de l'université, de l'ULB, pour souligner une coïncidence que certains avaient un petit peu oubliée. Eh bien, c'est que c'était aussi le centenaire de cette exposition, donc en 2010, centenaire de l'expo de 1910, une exposition qui, la plupart des étudiants qui se promènent sur le campus l'ont souvent, ne le savent pas, et même moi, comme historien, je n'avais pas ça en tête, que en 1910, près de 13 millions de personnes ont foulé ce qui est aujourd'hui le campus du Solbosch. Donc il y a un lien géographique entre l'exposition de 1910 et l'université Avenue Roosevelt aujourd'hui. En fait, c'est parce qu'il y a eu l'exposition de 1910 que l'ULB s'est installée avenue Roosevelt. En fait, ce qui se passe, c'est que l'on avait là des terrains qui étaient relativement en friche, avec extrêmement vallonnés, et donc on a arasé l'ensemble pour réaliser une surface relativement plane. On dit qu'on a déplacé plus de 600 000 mètres cubes de terre. Ah oui, c'est énorme. C'est énorme, pour réaliser une sorte de plaine sur laquelle on va installer les bâtiments de l'université. C'est-à-dire qu'après la Première Guerre mondiale, l'ULB, qui se trouve au centre de la ville, cherche de nouveaux rue des Sols, espaces. Je pense, à l'époque. Hein, rue des Sols, à voilà, l'époque, près de la Bibliothèque royale d'aujourd'hui. Exactement. Et donc, elle va chercher de nouveaux espaces. Et là, il y a un espace tout à fait extraordinaire. Et donc, elle va s'implanter là au début des années 20, en fait en 22. Et ce qu'on oublie souvent aussi, beaucoup de gens à l'ULB ne le savent pas, c'est
c'est que contrairement à ce qu'on pense, le bâtiment qui fait front à l'avenue Roosevelt n'est pas le premier. A, comme on le dit. célèbre bâtiment A, le très beau bâtiment A, n'est pas le premier. En réalité, c'est le bâtiment U, le bâtiment de la Faculté des sciences, qui n'est pas d'une architecture très recherchée, doit-on dire, une architecture un petit peu industrielle, pas très jolie, qui s'installe là, et le bâtiment A est construit un an après, et d'une certaine manière pour cacher le bâtiment U. Parce que l'objectif, c'était vraiment, sur cette avenue Roosevelt, d'établir toute une série, d'en faire un quartier de villas, un quartier relativement chic, et il fallait des bâtiments très beaux aussi pour l'université. Et alors le bâtiment A, il faut peut-être le rappeler, a été construit avec des fonds américains. Voilà, le bâtiment A est construit après la Première Guerre mondiale avec une série de fonds. Les Américains ont été très sensibilisés par la situation de la Belgique pendant la Première Guerre mondiale et ce qui reste des fonds américains va être utilisé par plusieurs fondations, par plusieurs universités en Belgique, dont l'ULB. Et les Américains vont donner des règles très strictes quant à la construction de ce bâtiment. Oui, l'architecture du bâtiment A rappelle beaucoup l'architecture de plusieurs bâtiments dans les universités américaines. Exactement, c'est un style, il voulait ce qu'on considérait comme un style national, un style néo-renaissance flamande. L'objectif, c'était bien d'avoir quelque chose qui correspondait à l'image que l'on avait à l'époque des campus universitaires. Et petit à petit, ensuite, le campus va se densifier. Ce qui est intéressant, c'est que l'objectif, lorsqu'on a construit l'ULB, c'était aussi de donner une sorte de respectabilité à ce quartier en y faisant venir des intellectuels, des professeurs, des enseignants. Et à côté de cela, on va construire un quartier de villas. Si vous vous promenez aujourd'hui sur l'avenue Roosevelt, c'est une formidable leçon d'histoire de l'art qui vous est donnée parce que vous avez la villa en pin. Vous avez la villa en pin, mais vous avez toute une série de bâtiments qui sont très jolis et des règles d'urbanisme ont été très strictes, en effet. Est-ce que Bruxelles, est-ce que la Belgique, en 1910, était particulièrement riche pour pouvoir, comme on l'a fait en 1935 ou en 1958, organiser une exposition universelle? Alors, c'est un élément effectivement fondamental que l'on a souvent oublié, c'est que la Belgique, déjà dans la deuxième moitié du 19e siècle, est la deuxième plus grande puissance industrielle du monde, après l'Angleterre, loin derrière l'Angleterre. Et l'Angleterre est la première à organiser des expositions universelles. Et donc, d'une certaine manière, la Belgique, dont les entrepreneurs sont extrêmement dynamiques, ne voulait pas être en reste. Et pour elle, il était absolument essentiel de se positionner dans l'organisation d'expositions. Et c'est la raison pour laquelle les Belges vont être aussi actifs pour attirer le monde entier sur leur territoire et en profiter aussi, bien entendu, pour montrer leur savoir-faire dans le domaine industriel. Et il n'y a plus quelque part sur le site du Solbosch quelque chose qui rappelle l'exposition de 1910. On pourrait imaginer l'inauguration d'une plaque ou de quelque chose qui dise ce qui s'est passé. Alors, il n'y a plus, en fait, non, il n'y a quasi plus rien. Cette exposition a été conçue pour ne pas durer très longtemps. D'ailleurs, elle a été ravagée pendant une partie de l'exposition dans la nuit du 14 au 15 août 1910 par un terrible incendie, qui est intéressant parce qu'on voit là comment les choses ont été construites. Et que voit-on sur les images après l'incendie? Ce sont de gros tas de ferraille avec du plâtras. Donc, c'était des matériaux que les photos ne le montrent pas, mais les photos après l'incendie, donc les photos des bâtiments, des gens qui visitent les bâtiments, on ne le voit pas, mais après l'incendie, on le remarque, c'est le fait que c'était des bâtiments qui n'étaient pas faits pour durer. Que reste-t-il aujourd'hui? En fait, il reste des bâtiments plus anciens que l'exposition. C'est la Villa Capouillet, qui se trouve sur le campus du Solbosch, et c'est un petit peu plus loin, la superbe Maison de Lune, réalisée par l'architecte de Lune, qui borde l'avenue Roosevelt, qui a été laissée longtemps à l'abandon, mais qui est aussi plus ancien que les bâtiments de l'exposition de 1910. Eh bien, Serge Jaumin, je vous remercie beaucoup pour la leçon d'histoire que vous nous avez dispensée au cours de l'émission d'aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes avec Wanda Balcers, l'auteur d'une importante publication très bien illustrée, intitulée Bruxelles 1910, de l'exposition universelle à l'université. L'ouvrage est paru aux éditions Racine. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup pour votre attention. À bientôt et bonne nuit.